Élise n'avait que 19 ans lorsqu'on lui annonça qu'elle devait épouser Armand Delcourt, un homme de 75 ans, richissime propriétaire d'un domaine isolé près d'Avignon. Pour sauver la ferme familiale, elle accepta. Le soir des noces, sous les lustres d'un manoir trop silencieux, Élise sentit le froid d'un piège se refermer. Ce mariage n'était pas une union mais une offrande. Et dans cette maison dorée où les fenêtres semblaient la surveiller, un secret plus ancien que l'amour attendait qu'on le réveille. Le matin où tout commença, le vent soufflait sur les champs d'oliviers, derrière la maison familiale. Élise aidait sa mère à trier les raisins, les doigts tachés de jus violet. Son père entra, pâle, une lettre à la main. « Élise, viens ici !» Sa voix tremblait. Sur la table, l'enveloppe portait un sceau doré et un nom, Armand Delcourt. Ce nom, on le chuchotait au village avec respect et peur. Le domaine Delcourt dominait toute la vallée, vieille propriété de pierre blanche, entourée de grilles noires et de cyprès. On disait qu'Armand vivait seul, depuis la mort de sa troisième épouse. Et pourtant, il demandait Élise en mariage. En échange, il effaçait les dettes de la famille et rachetait leurs terres. La mère d'Élise pleura. Le père se tut longtemps, puis dit simplement « C'est notre seule chance ». Les mots tombèrent comme des pierres. Élise sentit son monde basculer. Elle refusa d'abord, cria, s'enferma dans sa chambre. Mais la nuit, en voyant les mains de son père couvertes de terre, le regard vide de sa mère, elle céda. « Ce sera court, maman, je reviendrai vite », lui murmura-t-elle. Une semaine plus tard, une voiture noire s'arrêta devant leur porte. 2 hommes en costume l'attendaient, pas un mot de plus. Le trajet jusqu'au domaine fut long et silencieux. Par la fenêtre, le paysage devenait de plus en plus sec, les couleurs plus ternes. Quand les grilles s'ouvrirent, Élise sentit son cœur ralentir. Devant elle, le manoir se dressait immense, doré par le soleil couchant. Pas un oiseau, pas un rire. Seuls les pas de ses nouveaux gardiens résonnaient sur les dalles de pierre. Une femme en robe noire l'attendait sur le perron. « Bienvenue, Madame Delcourt », dit-elle d'une voix sans chaleur. Les portes du manoir se refermèrent derrière elle, dans un murmure métallique. L'air à l'intérieur avait l'odeur du bois ciré et du passé. La femme en noir, qu'on appelait Madame Fournier, la guida sans un mot à travers un couloir infini. Les murs étaient couverts de portraits, des visages de femmes, tous jeunes, pâles, presque semblables. « Qui sont-elles » demanda Élise. « L'histoire du domaine » répondit simplement Madame Fournier. La chambre d'Élise était immense, un lit à baldaquin, des rideaux couleur de vin, une coiffeuse en acajou. Sur la table, une carafe d'eau et une enveloppe blanche. Elle l'ouvrit. « Reposez-vous. Le mariage aura lieu dans 2 jours. » Pas de signature. Le premier soir, elle resta longtemps devant la fenêtre. En bas, le jardin s'étendait comme un labyrinthe silencieux. Pas une lumière, sauf celle d'une fontaine de marbre où l'eau semblait ne jamais couler. Quand elle voulut ouvrir la fenêtre, la poignée ne bougea pas, fermée de l'extérieur. Le lendemain, on la réveilla à l'aube. 3 femmes en robe grise entrèrent, sans un mot. Elles la baignèrent dans de l'eau parfumée à la rose. Peignèrent ses cheveux, lui passèrent une robe blanche légère. Tout semblait répété, presque religieux. « Pourquoi ces préparatifs » osa-t-elle demander. « C'est la tradition du maître » murmura l'une d'elles. Le soir venu, Élise aperçut enfin Armand Delcourt. Dans le grand salon, il l'attendait, assis dans un fauteuil près du feu. Grand, le dos voûté, les cheveux d'argent parfaitement peignés. Ses yeux bleus étaient glacés. « Approchez » dit-il d'une voix ferme. Elle obéit. Il la regarda longuement sans sourire. « Vous êtes jeune. Trop jeune, peut-être. Mais je respecte la parole donnée. Vous m'appartiendrez à partir de demain. » Élise sentit un frisson courir le long de son dos. Ce n'était pas une promesse, c'était une sentence. Le mariage eut lieu le lendemain dans une petite chapelle attenante au manoir. Aucun invité, aucun prêtre visible. Seulement un homme en costume qui lut quelques phrases et fit signe de signer. Élise prit la plume, la main tremblante. Armand posa ensuite la sienne sur le document sans un mot. Le soir, un dîner fut servi dans le grand salon. Élise ne toucha presque pas à son assiette. Armand parlait peu, mais ses yeux ne la quittaient pas. « Vous apprendrez les règles de cette maison », dit-il calmement. Le silence est la première. Quand la pendule sonna minuit, il se leva, lui baisa la main, puis quitta la pièce. « Reposez-vous, Élise. Cette nuit, vous dormez seule. » Elle monta lentement dans sa chambre, le cœur battant. Le manoir paraissait endormi, mais elle sentait qu'on l'observait. Chaque craquement du bois, chaque ombre semblait respirer. Avant de se coucher, elle remarqua un détail. Sur les portraits des femmes du couloir, certaines toiles avaient été récemment retouchées. Les visages, tous effacés, repeints de blanc.
Cette nuit-là, Élise fit un rêve étrange. Elle se tenait dans le jardin, pieds nus, sous la lune. Les statues autour d'elle semblaient vivantes. Une voix murmurait « Ne dors pas, ou tu disparaîtras comme nous ». Elle se réveilla en sursaut, couverte de sueur. Le lendemain matin, la maison était en agitation. Des pas précipités, des murmures. En ouvrant la porte, elle aperçut Madame Fournier, le visage livide. « Le maître, il est tombé malade pendant la nuit. » Élise accourut dans le grand salon. Armand était étendu sur le tapis, inconscient. Les médecins arrivaient déjà. Aucun cri, aucune panique. Tout semblait orchestré, calme, presque habituel. Quand on emporta le corps, personne ne la regarda. Elle resta seule, immobile. Sur le plancher, une tache sombre s'étendait lentement. Était-ce du sang? Personne ne répondit à ces questions. Dans la soirée, un homme en costume bleu vint la voir. « Monsieur Delcourt est vivant, madame », dit-il d'un ton froid. « Mais il est dans le coma. À partir de maintenant, vous êtes son épouse légitime et resterez ici jusqu'à nouvel ordre. » Ces mots résonnèrent comme un jugement. Élise comprit. Elle n'était plus une mariée, mais une prisonnière. Et le manoir, avec ses portes verrouillées, ses visages effacés et son silence parfait, devint sa cage dorée. Les jours suivants s'écoulèrent dans un temps sans mesure. Le manoir semblait avoir perdu la notion du jour et de la nuit. Les rideaux restaient tirés. Les horloges s'étaient tues. Élise mangeait seule, sous la surveillance muette des domestiques. Madame Fournier venait chaque matin, déposait un plateau et repartait sans un mot. Armand restait entre la vie et la mort, enfermé dans une chambre dont l'accès lui était interdit. Peu à peu, Élise sentit le doute s'insinuer. L'homme était-il vraiment encore en vie? Parfois, elle croyait entendre des pas derrière la porte, des voix étouffées, des bruits de chariots qu'on déplaçait dans le couloir. D'autres nuits, un parfum de lavande et de fer envahissait la pièce, et elle jurait avoir aperçu une ombre glisser le long du mur. Un matin, elle osa poser une question. « Madame Fournier, puis-je écrire à mes parents ?» La femme leva les yeux, lents, opaques. « Le maître a donné des instructions. Votre tranquillité est primordiale. »« Et s'il meurt ?» murmura Élise. Un silence, puis froidement. « Dans cette maison, madame, personne ne meurt. » Ces mots la glacèrent. Ce soir-là, elle explora le couloir interdit. Sous ses pas, le parquet gémissait comme s'il retenait son souffle. À l'extrémité, une grande tapisserie pendait au mur. Derrière, elle découvrit une porte étroite, en bois sombre, verrouillée de l'extérieur. Sur le loquet, des initiales gravées « A ». Dès la nuit suivante, Élise décida d'agir. Armée d'une bougie, elle s'introduisit à nouveau dans le couloir. En contournant la tapisserie, elle glissa un petit couteau dans la serrure. Le verrou céda dans un craquement sec. L'air qui s'en échappa était froid, presque humide. Derrière la porte, un escalier descendait vers les entrailles du manoir. Elle hésita puis descendit, le cœur battant. Le couloir souterrain était étroit, bordé de murs de pierre. L'odeur de cire et de poussière s'y mêlait à quelque chose de plus ancien, de plus lourd. Au bout, une salle. Des armoires, des registres, des coffres scellés. Et sur l'un des dossiers, son propre nom, Élise Delcourt. Ses doigts tremblaient. Elle ouvrit le dossier, à l'intérieur, des lettres, des photos, des contrats. L'une des feuilles portait la mention épouse numéro 4. Sous le nom d'Élise, 3 autres prénoms, Madeleine, Claire, Juliette, toutes mortes, de cause naturelle. Elle recula, suffocant. « Qui a fait ça ?» chuchota-t-elle. Une voix derrière elle répondit « Lui, et ceux qui lui obéissent encore. » Élise se retourna. Une vieille femme se tenait dans l'ombre. Son dos était voûté, ses yeux gris baignaient de larmes anciennes. « Qui êtes-vous » ? « Personne. J'étais la servante de la deuxième épouse. Vous ne deviez pas descendre ici. Que leur est-il arrivé ?» La vieille ferma les yeux. La première s'est enfuie, mais on ne l'a jamais revue. La deuxième a perdu la raison. La troisième, on l'a trouvée sans souffle, dans sa chambre. Toutes avaient vu ce qu'il fallait taire. Élise sentit son cœur se serrer. « Et moi ? Vous êtes la dernière. Celle qui ne devait rien savoir. » Un bruit de pas retentit au-dessus d'elle. La vieille pâlit. « Partez vite. Ils ne doivent pas savoir que vous êtes descendu. » Élise remonta précipitamment, remit la tapisserie en place, courut jusqu'à sa chambre et s'y enferma.
Le souffle court, elle se laissa tomber au sol. Le manoir dormait à nouveau. Mais elle, non. Le lendemain, un nouveau visage apparut. Un homme jeune, grand, vêtu d'un costume sombre. Ses traits ressemblaient à ceux d'Armand, mais plus durs, plus vivants. « Je suis Étienne Delcourt, dit-il. Le fils. » Élise resta muette. « Vous avez peur de moi ? Je ne sais pas encore. » Il esquissa un sourire sans joie. « Mon père vous a marié avant de tomber malade. Vous êtes donc ma belle-mère. » Étrange destin, n'est-ce pas ? Son regard semblait la sonder. « Vous pensez qu'il est mort, n'est-ce pas ? » demanda-t-il. « Je n'en sais rien. »« Moi, je sais. Et je sais aussi qu'il n'était pas seul à décider ici. » Ces mots éveillèrent une lueur dans son esprit. Étienne n'était pas venu par hasard. Il observait tout, parlait bas, notait chaque détail. Et parfois, son regard vers elle semblait dire « Je te crois ». Cette nuit-là, il vint frapper à sa porte. « Suivez-moi », murmura-t-il. Ils descendirent ensemble jusqu'au bureau du défunt. Là, sur la table, Étienne déposa une clé ancienne. Cette clé ouvre la salle la plus interdite du domaine. Mon père m'a toujours défendu d'y entrer. Si vous décidez de voir ce qu'il cachait, il n'y aura pas de retour possible. Élise hésita. Puis, lentement, prit la clé. Je veux savoir. Au loin, le vent se leva, faisant trembler les vitres. Dans le manoir, chaque portrait semblait observer la scène, et pour la première fois depuis son arrivée, Élise sentit non plus la peur, mais la volonté. Le lendemain, tout sembla plus calme, presque trop. Le manoir baignait dans une lumière pâle. Les domestiques évitèrent de croiser le regard d'Élise. Étienne, lui, demeurait invisible depuis leur rencontre nocturne. Pourtant, la clé brûlait toujours dans la paume d'Élise, comme un secret impatient. Au crépuscule, elle se décida. Dans le couloir du nord, derrière une tapisserie représentant une chasse à courre, une porte de fer portait la même gravure que la clé. Un croissant de lune entouré d'épines. Elle inséra la clé. Le mécanisme grinça puis céda. Une odeur d'humidité et de papier ancien l'enveloppa. Elle entra. La pièce était vaste, voûtée, éclairée par la seule lumière d'un vitrail poussiéreux. Sur des tables, des dossiers, des registres, des carnets, et au centre, un coffre de métal scellé par un ruban rouge. Sur le couvercle, un nom. Armand Delcourt. Étienne surgit dans l'encadrement de la porte haletant. « Vous l'avez ouverte » murmura-t-il. « Je devais comprendre » répondit-elle. Il s'avança, posa la main sur le coffre. « Mon père a toujours caché ses affaires dans ce lieu, mais je n'ai jamais osé y entrer seul. » Il déchira le ruban. Le couvercle s'ouvrit dans un souffle de poussière. À l'intérieur, des lettres, des photos, des contrats de mariage, identiques à celui d'Élise. Toutes les femmes avant elle y étaient mentionnées, numérotées. Leurs portraits, soigneusement découpés, portèrent la même note. Propriété de la maison Delcourt. Élise sentit ses jambes fléchir. Il les a possédées comme des biens. Étienne serra les poings. Oui, et il n'a pas agi seul. Dans une enveloppe à part, ils trouvèrent une lettre signée d'une écriture sèche. À supprimer discrètement. Aucune trace ne doit rester. Le silence garantit notre empire. Sous la signature d'Armand, 3 autres noms. Des notaires, un médecin, Madame Fournier. Étienne leva les yeux, blême. Il ne s'agissait pas seulement de mariage, c'était une façade pour protéger un réseau de pouvoir. Chaque épouse en savait trop. Et celle qui posait des questions disparaissait, un bruit les fit sursauter. Des pas, ils éteignirent la lampe, se dissimulèrent derrière une armoire. La porte s'ouvrit lentement. Une silhouette entra. Madame Fournier. Elle tenait une lanterne. Ses yeux fouillèrent la pièce. « Je savais que vous viendriez ici », souffla-t-elle d'une voix douce. Trop curieuse, Élise. Comme les autres. Étienne sortit de l'ombre, saisi d'un mouvement brusque. « Assez de mensonges. Tout ce que vous avez caché sortira à la lumière. » Elle rit, un rire bas et sec. « Vous croyez pouvoir détruire un empire bâti sur 3 générations ? Vous ne ferez qu'ajouter vos noms à la liste. » Élise prit la parole. « Alors pourquoi rester ? Pourquoi servir un mort ?» Le rire de la gouvernante s'éteignit, son visage se durcit. « Parce que certains morts commandent encore. Vous ne comprenez pas, mon enfant. Le maître a laissé ses ordres avant de tomber dans le coma, et ils doivent être exécutés. » Soudain, elle sortit un petit revolver de sa poche.
Étienne se plaça devant Élise. « Reculez, vous ne tirerez pas, dit-il froidement. Vous obéissez, mais vous ne croyez plus. » Le silence pesa, puis la main de Madame Fournier trembla et l'arme tomba au sol. Elle se détourna les épaules basses. « Partez, partez avant que les autres ne sachent que la pièce a été ouverte. » Ils s'enfuirent dans le couloir, haletant, serrant contre eux les lettres et les dossiers. Dans la chambre d'Élise, ils étalèrent les papiers sur le lit. « Ces documents prouvent tout, dit-elle. Les mariages arrangés, les disparitions, la corruption. Si on les remet aux autorités, tout s'effondrera. » Étienne hocha la tête. « Je connais un journaliste à Paris. Discrétion absolue. On partira demain à l'aube. » Mais cette nuit-là, le manoir ne dormit pas. Les couloirs bruissaient de pas précipités. Les lumières vacillaient. Quelqu'un savait déjà. Vers 3 heures, un vacarme éclata dans la cour. Élise se précipita à la fenêtre. Des voitures arrivaient, des hommes en manteau sombre. Étienne entra, une valise à la main. « On nous a trahis. Vite !» Ils traversèrent la galerie, descendirent l'escalier principal. Les voix se rapprochaient. Au détour d'un couloir, Madame Fournier réapparut. Cette fois, son visage n'exprimait plus rien. « Le portail est ouvert, souffla-t-elle. Partez. » Élise la regarda, bouleversée. « Pourquoi nous aider ? Parce que moi aussi, j'ai aimé quelqu'un que cette maison a pris. Allez, avant qu'il ne change d'avis. » Sous la pluie qui commençait à tomber, ils franchirent la grille du domaine. La route s'étirait, noire, vers le sud. Étienne accéléra. Dans la lumière des phares, Élise tenait contre elle le dossier scellé, symbole fragile de leur rébellion. Derrière eux, le manoir d'Avignon se perdait dans la brume. Une fenêtre s'éteignit, puis une autre, comme si la demeure enfin s'endormait pour de bon. Mais Élise savait. Le plus difficile restait à venir. Le monde extérieur lui aussi avait ses murs et ses secrets. L'aube se leva sur une route vide, noyée de brume. Étienne conduisait sans parler, les yeux cernés, le visage tendu. À l'arrière, Élise serrait contre elle la mallette contenant l'épreuve. Chaque virage semblait un pas de plus vers la liberté, ou vers le danger. Ils atteignirent Marseille avant midi. Dans un petit hôtel près du port, Étienne contacta discrètement un journaliste qu'il connaissait. Il s'appelait Julien Morel, rédacteur d'un grand quotidien national. Lorsqu'il arriva, Élise remarqua son air prudent, presque incrédule. « Vous comprenez ce que vous m'apportez ?» murmura-t-il en feuilletant les lettres. « Ces documents peuvent ruiner tout un réseau politique. »« Ils doivent être publiés, » répondit-elle d'une voix ferme. « Je ne veux pas d'argent ni de vengeance. Je veux que plus jamais une femme ne disparaisse derrière ces murs. » Julien hocha la tête, referma la mallette. « Alors faites-moi confiance, mais vous devez partir. Ce que vous savez vous met en danger. » Cette nuit-là, ils furent hébergés par des militants d'une association de défense des droits humains. Étienne dormait mal, hanté par le poids du nom qu'il portait. « Mon père a construit un empire sur le silence, dit-il. Et moi, je le détruis. »« Non, » répondit Élise doucement. « Tu lui retires juste son masque. » Le lendemain, le scandale éclata. Les journaux publièrent les documents, les contrats falsifiés, les noms des complices. La maison Delcourt devint symbole de corruption et de mensonges. Des arrestations suivirent, des comptes furent gelés, le domaine fut saisi par l'État. Élise lut les gros titres depuis une chambre discrète de Lyon. Sur l'écran, sa propre photo apparaissait floue, son visage dissimulé sous une écharpe. « La 4e épouse parle enfin », disait la une. Elle ne ressentit ni joie ni vengeance, seulement un calme étrange. Étienne vint s'asseoir près d'elle. « Et maintenant ?»« Maintenant, je vis, pour la première fois, sans mur autour de moi. » Il lui tendit un passeport et un billet. Il vaut mieux disparaître quelque temps. L'Italie, la mer, un nouveau départ. Elle sourit faiblement. « Tu viens avec moi ?»« Non. Mon nom doit rester ici pour témoigner. » Ils se serrèrent la main longuement, sans mots. Puis Élise partit, seule vers la gare. Le train s'ébranla doucement, laissant derrière elle la France du silence et des ombres. Par la fenêtre, le soleil perçait la brume. Dans sa valise, entre les quelques vêtements, reposait un carnet vide. Sur la première page, elle écrivit « Ce qu'ils ont voulu effacer, je le raconterai. Pas pour moi, mais pour celles qu'on a fait taire. » Et tandis que les collines défilaient, Élise ferma les yeux. Le vent sentait le sel, la liberté et un peu la peur. Mais c'était une peur vivante, neuve, presque douce. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entière.